Bienvenue dans Fashion Matters, le rendez-vous qui décrypte la mode. Au sommaire de ce numéro de Fashion Matters, la diversité. Le mouvement Black Lives Matter donne lieu à un réveil des consciences dans beaucoup de domaines, et notamment dans l'industrie de la mode. Cette industrie s'inscrit dans notre société et notre culture, définit les standards de beauté et nous influence, consciemment ou pas. C'est pour ces raisons que l'industrie est plus particulièrement visée par les militants de Black Lives Matter. Sur les podiums, mais aussi au poste de direction des grandes maisons, on trouve encore aujourd'hui surtout des blancs. Représentation des corps, couleurs de peau et des genres différents, comment la mode peut-elle devenir plus inclusive? Pour en parler avec moi, Jenke Ahmed Tahi, directeur artistique, styliste et ambassadeur à la Fédération de la haute couture et de la mode. Bonjour Camille. Bonjour Jenke. How are you? Good, thank you. Très heureux d'être là. J'ai le plaisir de vous présenter Inès Manaï, photographe de mode, qui travaille pour la maison Dior, qui a collaboré avec la lauréate du prix LVMH Wells Bonheur, photographe exceptionnel. Ravi de t'avoir. Svet Chassol, notre communication strategist, the mind. Très heureux et très fier de t'avoir aussi parmi nous et de partager avec nous tes idées nobles. Paul Lavelle, cofondateur de Radical PR, the only black-owned PR in Paris. Il faut croire. Très heureux de t'avoir aussi parmi nous. Évidemment, quelqu'un qu'on ne présente plus, Lamine Kouyaté de la marque iconique Zulibet, créateur iconique Hayley's dans les années 80-90, aux côtés de Marité Françoise Gerbeau, de Yohji Yamamoto. Depuis la mort de George Floyd le 25 mai dernier, l'industrie de la mode est complètement bouleversée. Prise de parole de l'ancienne directrice de L'Oréal, mea culpa de Anna Wintour, la rédactrice en chef du Vogue américain, la prise de parole de Tom Ford, tout est complètement bouleversé. Change is here. J'aimerais souligner par ailleurs que le groupe Kering vient de nommer Tidjane Cham au Board of Directors, et ça, c'est une grande première. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un symbole. C'est quelqu'un du sérail, je veux dire. Bon, il est connu comme le loup blanc. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est dans la finance depuis... il a relevé des boîtes, des banques entières. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même une compétence très reconnue. Et puis Kering, bon, je veux dire qu'ils ont quand même aussi une influence un peu partout dans le monde. C'est quand même une compagnie qui est globale, quoi. C'est pas Zulibet. Je veux dire, ils sont partout dans le monde et ils tiennent quand même des rênes. Et je pense que bon, quelqu'un comme Tidjane Cham, je veux dire, au-delà du fait que ce soit un Ivoirien, je veux dire, il est quand même ultra compétent. Voilà. Donc, mais alors, ça n'aurait pu ne pas arriver du tout. Ce que je crains, c'est qu'il ne faut pas que ce soit des postes placardisés, c'est-à-dire des gens qui vont venir juste pour la vitrine. Je pense qu'il faut donner l'accès aux gens de banlieue, l'accès à l'éducation, ça c'est, à mon avis, c'est le B à bas. Évidemment, je pense que bon, l'accès à l'éducation, la banlieue, ça c'est un sujet qui est à part, mais qui bien sûr rentre d'une certaine manière dans tout ça. On a besoin de personnes qui ont été aussi dans l'institution, qui connaissent les codes, qui vont savoir, qui ont fait certaines études, mais on a aussi besoin des personnes qui n'ont pas fait d'études, qui ont la passion. On a besoin de ces deux entités parce que c'est pas juste avoir une personne noire qui représente pour toutes les autres personnes noires. Parce que le noir n'est pas un monolithe, il existe de manière assez plurielle et il y a beaucoup d'autres minorités qui doivent être incluses dans cette conversation. Et effectivement, dans le même cas, pour ces minorités, il faut aussi avoir des gens qui sont de l'institutionnel et d'autres qui sont ce qu'on considérerait créatif. Et est-ce que c'est pour ça qu'on pense que la mode, elle est particulièrement critiquée, justement parce que la vitrine telle qu'on la voit en ce moment, la diversité, c'est un peu à la mode. C'est cool d'avoir des gens de toutes les ethnicités, de tous les backgrounds dans ces campagnes, sur ces couvertures. Et est-ce que le problème, justement, c'est pas ça? C'est qu'en fait, ce n'est qu'une vitrine? Effectivement, c'est un point qu'il faut appuyer. Et c'est quoi la diversité? Parce que la diversité de vitrine, c'est quelque chose. La diversité interne de boîte, en fait, juste qui, le corps décisionnaire, le corps représentant, de quoi est-il composé? Où est la diversité? Si la diversité n'est que dans la vitrine, alors il n'est que la représentation de la société, de la société comme le grand pouvoir l'entend, c'est-à-dire, voilà, visiblement, il y a des blancs qui dirigent, et puis là, et donc... tu participes à ça, en fait. Si tu ne changes pas, si on ne casse pas ce cycle, ce que tu représentes à travers des vitrines qui sont commerciales, ça ne devient que de l'exploitation. Ouais, aujourd'hui, c'est vrai que cette diversité
dont parle Svet n'est qu'un argument marketing. Je pense que ce qui se passe, c'est que ce qu'on critique, c'est l'aveuglement en réalité. Parce que quand on regarde la réalité du terrain et qu'on regarde l'image, elle est complètement datée, quoi, cette image. Elle ne correspond plus du tout à la réalité des faits. Il y a des inerties qui font que, les gens, je peux donner un exemple, des gens qui viennent de banlieue où il y a une mixité, il y a un génie qui n'a accès à rien. C'est ça tout le problème en réalité. Quand on voit cet aveuglement qu'il y avait, pourquoi on critique la mode, parce que pendant longtemps, ça a été une image nettoyée, en fait un peu hygiénique, du blanc blond, avec une certaine beauté, un carcan en fait. Alors que il y a une passion quand même dans la mode, on est tous... les gens se reconnaissent plus en fait dans des choses qui peuvent, qui sont censées les représenter en fait. C'est ça le... Donc, oui, non, là où je le rejoins, c'est vrai que on parle de mode, on parle du vêtement. Par défaut, c'est un vecteur identitaire aussi. Et il y a systématiquement aussi ce besoin d'affiliation. Mais ce besoin d'affiliation, il ne doit pas, encore une fois, exister qu'à travers la vitrine. Aujourd'hui, le consommateur, il cherche aussi à savoir qui se cache, qui sont les décisionnaires, qui interagit. C'est vrai que si il n'y a pas une forme de représentativité du reflet en fait, de la société au sein de ces entités, au sein de ces marques, il est difficile finalement de pouvoir se projeter en tant que consommateur, et ce besoin en tout cas d'affiliation n'existe plus. Oui, et puis on ne peut pas dénier le fait qu'on est en France. De quoi est composée la France? Si nos sociétés, surtout nos milieux culturels ne sont pas représentatifs du pays dans lequel on vient, je pense qu'elles n'ont pas de légitimité d'exister. Cette espèce d'obsolescence, elle est inévitable, parce que si on n'a pas la France dans un petit morceau de la France, un archipel de la France, dans chaque petit milieu culturel qui existe en France, ces milieux vont mourir. Et parce que les gens ne vont jamais s'y retrouver. C'est dénier, c'est invisibiliser, c'est vraiment nier l'existence plurielle et ce qui fait la richesse de la France. En fait. Inès, t'es photographe, toi, donc tu fais partie justement du corps de métier qui fabrique la vitrine en quelque sorte. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que, justement, je reviens sur le point des grandes écoles, je pense que tout commence par l'éducation, en fait. Et vraiment, parce que je suis toujours à l'école aussi, moi, je sais que je suis clairement dans la minorité de la minorité. J'ai été sélectionnée parmi beaucoup d'élèves. Ça a été limite un privilège pour moi, et c'est un privilège, clairement. Le fait qu'il n'y ait même pas eu de re-questionnement du pourquoi, en fait, on n'a que 20 élèves de couleur sur 500 élèves, c'est pas normal, quoi. C'est super dommage. Mais dans la mode, je pense aussi que les éditeurs, les photo-éditeurs, etc., ont leur part de boulot à faire aussi là-dedans. Et je trouve pas ça normal. Il y a eu beaucoup d'histoires, justement, de photographes qui shootaient que des amis à eux ou des personnes de leur famille qui étaient noires et qui étaient issues de la communauté afro-américaine aussi. Et ils sont vus que comme des photographes qui peuvent prendre des portraits de personnes noires, en tout cas. Il y a l'exemple du Vogue Arabia. Le Vogue Arabia, ça a été un échec complet, en fait. C'est parce qu'ils ont choisi que des photographes occidentaux, les mêmes mannequins tout le temps. Ils ont toujours été, en fait, sur le même critère et le même canon de beauté, toujours à communiquer avec les mêmes marques et à pas soutenir des créateurs, en fait, émergents du monde arabe. L'idée du Vogue Afrique, ce serait d'avoir un média, en fait, pour se représenter nous-mêmes et pour nous donner une légitimité, une plateforme, en fait, qui ait une certaine voix. Mais est-ce qu'on ne peut pas la créer par nous-mêmes, non? Il faudrait quand même qu'ils fassent effectivement peut-être plus appel à des talents qui existent, effectivement. Moi, je veux dire, j'adore ces photos. Je veux dire, il y a énormément de talents qui sont là, mais qui n'ont pas d'espace. Et qui ne se limitent pas à juste leur talent de photographe. C'est-à-dire que c'est pas Inès, elle est hyper talentueuse en tant que photographe. Quand on l'appelle, on ne peut pas se limiter juste à son avis photo créatif. Et bien sûr, il y a toute une charge derrière où là, elle a une responsabilité, elle peut apporter son conseil. J'imagine que toi, tu veux pas passer ta carrière à shooter des Tunisiennes. Tu veux aussi être ouverte à tout. Mais c'est exactement ce dont on parlait. Exactement, il faut essayer de se diversifier et de pas... Justement, on prend en photo qui veut, tout le monde. Voilà, exactement. Il est capable. Se laisser diriger par la place qu'on nous donne, mais de chercher sa propre voie. Je pense surtout à une chose, c'est que la diversité, c'est aussi un moyen de survie. Parce que ce qui se passe, c'est que les conservatismes, en fait, génèrent une espèce de sclérose. Donc, ce qui va se passer, tous les gens qui ne vont pas suivre ce mouvement, ils vont finir par péricliter. Donc, ça, c'est clair. Donc, tu vois, on est vraiment dans une nouvelle phase et qu'il faut peut-être aussi qu'ils
qu'ils aient ça en tête, parce que bon, le monde, il est large, il ne s'arrête pas là, à notre nombril. Donc, je veux dire, pour moi, la diversité, c'est une question de survie, même à tous les termes. Il ne faut pas voir seulement dans un axe humain, biologique, mais il faut voir aussi, c'est-à-dire que si on continue comme ça, c'est la désertification, quoi. C'est-à-dire qu'il va se passer, bon, un néant total. Donc, pour moi, je veux dire, c'est quand même l'alerte, et que, bon, c'est même une écologie, en fait, qu'il faut aussi peut-être prendre en compte. Il y a aussi le problème peut-être sortir de ce conservatisme, parce que là, on va ouais, mais c'est pas justement, on vient de dire, c'est pas juste la couverture. C'est que quand tu as Naomi sur une couverture, oui, voilà. Bah, ça vend moins que quand tu as Claudia. Bon, ça, c'est pas forcément je veux vrai. dire, Ce frontage veut dire que les Noirs voilà, ne vendent pas. Voilà. C'est absolument faux. C'est voilà, absolument faux. Voilà, évidemment que Moi, c'est j'ai faux. fait une couverture du Vogue US avec Beyoncé qui a le Power Issue. Ça fait partie des 6 meilleures ventes en 125 ans de Vogue. Mais effectivement, là où je te rejoins, et souvent on a la sensation que la figure noire, en tout cas, ne fait pas vendre. Et là où c'est très faux aussi, c'est que, en tout cas, dans l'imaginaire commun français, du moins, il y a une forme aussi un peu d'invisibilisation d'une bourgeoisie noire qui existe. Il y a une élite noire aussi qui s'organise à différentes échelles. Ce qui ne veut pas nécessairement dire que c'est une forme de communautarisme. Aussi, c'est un discours... Et by the way, s'ils ne consomment pas ce contenu, c'est peut-être que le contenu, comme vous dites, les a complètement invisibilisés, donc ils ne se reconnaissent pas là. Donc, évidemment, ils ne vont peut-être pas venir acheter vos magazines s'ils ne se reconnaissent pas là-dedans. Si on prend l'exemple du cinéma, par exemple, on a la sensation qu'être noir est un métier, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'un acteur noir n'est casté que pour, finalement, correspondre au cliché de ce à quoi il doit correspondre. C'est un petit peu le paradoxe de la chose, et on ne sort pas nécessairement en fait du scope je sais pas, du garçon de banlieue, de la fille prostituée, ou X ou Y. Enfin bon, voilà, il y a 1000 exemples, et ne serait-ce que pour les générations futures, il est difficile aussi encore une fois, de se projeter, de s'identifier s'il y a une invisibilisation aussi, eh bien, d'une forme de bourgeoisie, en tout cas. Une forme de stigmatisation, en fait. C'est-à-dire qu'on regarde, on fait tout ça qu'à travers un prisme très négatif. Ouais, non, mais moi, du coup, je pense sincèrement qu'il faut aussi flouter tous ces rôles et toutes ces frontières qu'il y a, et aussi assimiler le fait que chaque communauté ait aussi ses propres problèmes avec le genre, par exemple, et voilà, et pas cantonner à un seul rôle dans une société. Et que ce soit les Arabes, les Noirs, les Asiatiques, les Indiens, ou tout ce qu'on veut, il faut vraiment aussi qu'on assimile ça et qu'on laisse la chance à tout le monde, tout simplement, quoi. Enfin, je sais que c'est un message simple, mais pour moi, ça me semble super important. Je pense effectivement que ce message, il a beau être simple, il est quand même compliqué à comprendre, à composer, à intégrer, parce que effectivement, que ça soit... Bon, là, on parle justement de quelque chose, quand on parle de Black Lives Matter et qu'on parle de violences policières et d'oppression systémique et de minorités qui souffrent, il faut rappeler qu'il y a un combat, il y a un vrai combat intersectionnel qui est en train d'être mené sur différents fronts, dont la mode, parce que ça compose notre pays, ça compose qui on est, nous, mais qui est en train de se dérouler sur différents fronts. Et c'est un combat où surtout la jeune génération est très vocale, ils en parlent beaucoup, ils se mobilisent, ils descendent dans la rue. Et cette jeune génération, elle est très intersectionnelle. C'est une génération où justement, toutes ces différentes barrières sont à la fois floutées, mais en même temps sont reconnues. Il n'y a pas... il y a personne qui parle de couleur qu'il ne voit pas. Tout le monde sait qu'il voit tout le monde et doit être respecté pour qui il est, quelle que soit sa sexualité, son genre, ses origines, qu'il soit français ou qu'il ne soit pas français. Le combat est de pouvoir se lever pour l'autre, quoi qu'il arrive. C'est vrai qu'on nous demande soit de correspondre à ça, ou à ça, ou à ça, alors qu'en réalité, on est aussi un petit peu tout ça en même temps. Mais c'est ça, c'est que ça s'applique plus en fait avec notre génération, parce que moi, par exemple, je suis née en France. Ma culture est française, mais on me voit comme une Tunisienne. Et on me l'a beaucoup, tout le temps, dans tous les articles qu'on écrivait sur moi, c'était photographe, tunisienne, etc. Et à un moment, je me disais, mais c'est super injuste parce que je vais au bled qu'un mois par an, en fait. Non, mais vraiment, ça semble super bête, mais...
Par rapport aux autres, du Par coup. rapport aux autres, c'est ça. Mais du coup, ce qu'on voit n'est pas nécessairement qui on est au final. Et je pense qu'avec notre génération, c'est ça qui est en train de changer. C'est pour ça que ce discours-là et le débat qu'on a, il a autant d'importance aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est peut-être la première génération, je parle des gens de mon âge, qui appelons un chat, quoi. Genre, on essaie pas de dire, je vois pas les couleurs, machin. Nous, on est justement là pour dire, comme tu l'expliquais, chaque communauté, chaque genre, chaque ethnicité, ils ont en fait leur propre... Enfin, chaque personne, en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est à l'échelle individuelle. Maintenant, j'ai l'impression que de plus en plus, les individus ne se laissent pas faire. On a vu Monroe Bergdorf qui s'est prononcée, et d'ailleurs qui l'a fait de manière très élégante, parce qu'elle n'a pas dénoncé L'Oréal sur les réseaux. Elle a d'abord écrit aux gens qui l'avaient renvoyée pour demander des explications. Elle a attendu 48 heures et ensuite elle s'est prononcée. J'ai trouvé ça vraiment génial parce qu'on peut accuser les réseaux justement d'avoir cet aspect un peu mob justice, vous savez, genre la justice du peuple qui effectivement peut poser des problèmes. Parfois il y a des points de vue, il faut savoir écouter les deux côtés de l'histoire. Mais dans cet exemple-là, on a vu L'Oréal qui a levé ses bras et a dit voilà, effectivement, on a mal fait, on a mal géré, on entend, on écoute et on va l'embaucher. Et ça, j'ai trouvé ça très positif. Et je pense que les réseaux vont pouvoir aussi aider à faire avancer les choses parce qu'il y a Je suis absolument d'accord avec toi parce qu'on se souvient bien qu'il y a eu un scandale avec, je crois, un héritier de Guerlain qui avait sorti cette atrocité à la télévision et il ne s'était rien passé. Oui. Aujourd'hui, on est dans un nouveau monde. Quel rôle a-t-on à jouer auprès de cette nouvelle génération? Qu'est-ce que nous, on peut leur apporter? Parce qu'effectivement, on disait qu'il y a beaucoup de choses qui sont floutées. Ce qui, moi, a marqué ma génération, c'est un peu la scission qui a été faite avec les intellectuels d'avant. Entre, si on doit prendre part à cette discussion, il nous faut être lettré, il nous faut avoir lu certaines études sociologiques, anthropologiques, il nous faut avoir un certain background pour pouvoir participer à ce débat. Or, cette génération nous prouve bien qu'en fait, pas spécialement. Il n'y a pas besoin de pouvoir être hyper cultivé pour pouvoir parler de son expérience. L'expérience suffit, en fait. Il est absolument nécessaire que chacun, les plus grands, nous les embrassions, en fait. Il faut les embrasser, quelle que soit la forme de militantisme, d'activisme, les positions qu'ils prennent pour prendre part à ce combat, il nous faut leur montrer qu'on est avec eux. Et respecter, même si on ne comprend pas, même si on ne conçoit pas. Là, il y a de nouveaux outils, TikTok, il y avait Instagram, mais au-delà d'Instagram, maintenant, TikTok, Snapchat, c'est des outils dans tous ces combats-là. Je crois qu'il y a aussi, dans justement toute cette question aussi un peu des réseaux sociaux, il y a un vrai travail d'éducation aussi à mener, parce qu'il y a aussi, alors certes, ce mouvement, mais il y a aussi un danger qui est aussi existant. Il y a une espèce aussi parfois de chasse aux sorcières quant à la mauvaise utilisation du mot, parce que effectivement cette personne n'était pas suffisamment éduquée quant à l'utilisation du mot dont il était question, etc., etc. Donc je crois que c'est quelque chose, en tout cas c'est un combat qu'il faut mener sur les deux versants. Et absolument, parce que je pense que aussi c'est de notre responsabilité aussi d'être indulgent envers ça, d'éduquer les gens. Il me semble que pas trop non plus, mais après c'est vrai que si on parle d'inclusivité, c'est aussi quelque chose qui va. On ne peut pas reprocher aux autres que. Et Sven, tu parlais de notre génération. Moi, je pense aussi que c'est peut-être aussi une prise de conscience pour les gens comme moi, justement, des blanches privilégiées, maigres et blondes du milieu, de se dire en fait, j'ai peut-être une responsabilité aussi parce que moi personnellement, je sais que jusqu'alors. C'est pas que je m'intéressais pas à la question du racisme, c'est juste que je me sentais pas légitime d'en parler. Et donc c'est une grosse remise en question, mais profonde en fait. Les mauvaises questions sont les bonnes questions. Ouais. Parce qu'il faut pouvoir, dans le bon cadre, vraiment, il faut pouvoir se tromper. Toi, tu as dû prendre un peu de temps, réfléchir. Là, en l'occurrence, tu as su arriver à ce moment où tu sais que, voilà, effectivement, il y a des questions à me poser. Certaines personnes n'arrivent pas à le faire encore et sont très véhément vers le fait de ne pas avoir à se remettre en question. C'est hyper inconfortable, en fait. On se rend compte, en fait, qu'il va falloir changer beaucoup de choses. Et sûrement, ça veut dire peut-être qu'on aura moins de jobs, parce que ces jobs vont se répartir de manière plus équilibrée. Ça veut dire qu'effectivement, pendant un moment, les choses vont plus être aussi faciles qu'avant. Et en fait, il faut l'accepter. Et ça, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle beaucoup de gens préfèrent ne pas se poser les questions. En fait. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ne pas se poser la question, c'est annihiler l'existence de l'autre. Ouais. Et c'est aussi ça... C'est ce qui est très problématique aussi, et comme le disait Svet tout à l'heure, même si les gens se trompent, on salue quand même la démarche. Et on n'est pas là pour justement avoir un discours véhément.
c'est un combat en tout cas qu'on doit mener tous ensemble. Non, mais je pense que c'est un truc aussi sur lequel il faut se méfier, c'est un peu le repli non plus. Parce qu'en fait, il faut que chacun se sente concerné ensemble. En réalité, il n'y a pas une si grande différence, tu vois, il y a juste un besoin de justice. C'est là le problème, en fait. C'est même pas une question de couleur, en réalité. Il y a un besoin de justice dans ce monde et que, bon, là, maintenant, on essaie de le prendre, d'endosser cette lutte, quoi. Donc, là où il faut se méfier, c'est justement, tu vois, de retomber dans des replis identitaires. Et là, c'est pas le but du jeu. Donc, voilà, c'est-à-dire que toi, tu te sens concerné. Je pense que tu te sens concerné en tant que, tu vois, c'est ton humanité qui te... Tu vois, c'est pas parce que tu es blanche. C'est pas parce que l'autre est... Voilà. Bon, je pense qu'on est... Le problème se pose, en fait, en termes de justice. Et que, bon, on a chacun une vie à mener. Et si on peut la mener ensemble, ouais, dans une harmonie, ça serait l'idéal. La paix. World peace. World peace. Non, mais bon, on rigole, mais bon, il y a quand même... C'est quand même... Je veux dire, c'est une question de survie. Mais est-ce que vous êtes optimiste? Inès, t'es optimiste? Assez, ouais. Moi, j'y crois. Hein. Ouais. Non, je suis super optimiste pour l'avenir. Je pense sincèrement qu'il y a le champ des possibles et tout ce qu'il y a à faire. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Après, je pense aussi que les marques, elles ont beaucoup de responsabilités. Et si justement elles se responsabilisent un peu plus, en tout cas, et qu'elles se transforment en sorte de plateforme sociale aussi. Et par exemple, les réseaux sociaux, je pense qu'elles ont aussi une visibilité gigantesque et elles peuvent éduquer les gens et elles peuvent aussi partager des valeurs avec nous et aussi amplifier les voix de beaucoup de personnes qui le méritent. Donc ça, déjà, ça pourrait être un super bon pas vers l'avenir, je pense. Svette? Moi, personnellement, je vais dire oui, je suis optimiste sur le moment là. Ce qui est en train de se passer, effectivement, ouvre une petite fenêtre de vue toutes les différentes entités, les différents gros groupes, les différentes marques qui se positionnent. Effectivement, en tant que communauté, nous, et je dis communauté, je parle de communauté minoritaire, donc que ce soit nous en tant que Noirs, mais aussi la communauté LGBT, même les différents groupes religieux qui existent aussi à travers la mode. Il ne faut pas oublier ça aussi, parce que la question du voile est aussi un gros pavé dans la mare qu'il faudra aborder à un moment donné. Donc voilà, il est important déjà pour nous, via les réseaux sociaux, de pouvoir regarder chaque chose, chaque proposition qui est faite de la part des marques, de dire voilà, l'année prochaine on compte faire ça, de manière assez graduelle, on va engager beaucoup plus de personnes, etc., etc. Il faut regarder, il faut que nous on continue de regarder tout ça. Et puis après, bien sûr, ça peut prendre différentes formes. Comme disait Inès, il y a un aspect social, il y a une responsabilité sociale de la part de ces entités de pouvoir donner un certain accès au show. Déconstruire l'élitisme de la mode. Faudrait-il aussi instaurer un dialogue entre nous? Bien sûr. Il faut qu'on se connaisse, qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. On voit qu'on forme cette grande communauté et finalement, on est tous dans notre quotidien et que finalement, on ne se parle pas. Et une des belles choses de ce mouvement, c'est que ça nous a permis de se rencontrer, de faire l'état des choses. Et effectivement, là, on se rencontre. Il y a la fédération qui inclut d'une certaine manière cette conversation. J'espère que ça ne va pas s'arrêter à une simple discussion qui est filmée pour pouvoir dire, voilà, on parle de ça. C'est pour ça que j'ai décidé de joindre la fédération avec Zenké, pour avoir un écho. On va pouvoir avoir ça et il est important qu'on se voit en fait régulièrement. Ouais. C'est un travail collectif, c'est une conscience collective. Économiquement parlant, parce que c'est aussi le point, c'est le nerf de la guerre, il faut que les marques et les grands groupes réalisent que, en faisant ces décisions-là, il va se passer aussi quelque chose économiquement parlant. Et que là, c'est une balle dans le pied qu'ils se tirent depuis des années, en fait. De mettre de côté un certain groupe social, ethnique, enfin, différents groupes sociaux ethniques, qui, du coup, ne prennent pas part à cette discussion économique. Quand ils vont inclure de nouvelles personnes, il y aura aussi de nouveaux moyens et de nouvelles choses possibles grâce à ces nouveaux moyens. Il est important qu'on en discute, il est important que tous ensemble, on puisse faire ça parce qu'il y a énormément d'opportunités. On a tellement de chance, on a un héritage qui est tellement beau. Je vous remercie, c'était vraiment génial d'avoir cette conversation et j'espère qu'il y en aura plein d'autres des conversations parce que je pense que le travail n'est pas fini. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ciao. Ciao.